C'était vraiment incroyable, parce que pour la première fois, entendre un président de la France qui disait oui, la France a fait ce qu'elle a fait, elle a la responsabilité de ce qui s'est passé pour les Juifs qui étaient en France, pas seulement les Juifs français, et d'entendre ces paroles-là, c'était vraiment quelque chose qui touchait au niveau émotion, c'était très fort. Il y avait encore pas mal de rescapés quand même qui étaient revenus des camps, et pour eux c'était une sorte de réparation du cœur. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Meïra Barrère. Meïra, bonjour. Bonjour Daniel. Alors on va vous demander d'abord de bien parler dans le micro, bien en face, parce qu'on veut absolument entendre ce que vous avez à nous dire. Et c'est important parce que nous sommes le 16 juillet. Bien entendu, le 16 juillet, c'est une date importante. C'est la date commémorative de la rafle du Veldiv. Et en fait, on vous a sollicité cette année en particulier parce qu'il y a 30 ans, eh bien, Jacques Chirac, le président français, prononçait ce fameux discours dans lequel, à l'occasion justement donc de la journée commémorative de la rafle du Veldiv, au cours duquel, eh bien, il a reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France. D'abord, est-ce que vous vous rappelez de ce discours ? J'y étais. Vous y étiez. Alors, je ne me rappelle pas évidemment en détail de ce que Chirac a dit à ce moment-là, mais le fait que ça ait eu lieu, que j'y étais en plus, c'était un événement totalement exceptionnel, puisque jusque-là, personne, y compris Mitterrand qui l'avait précédé, n'avait jamais voulu endosser la responsabilité de ce qui s'était passé, d'une part avec le régime de Vichy en France, et notamment de la rafle du Veldiv. Et en plus de ça, Mitterrand envoyait tous les ans une gerbe sur la tombe de Pétain. Oui. Donc ça, c'était un plus, donc que Chirac vienne, et pour la première fois il assume la responsabilité de la France dans le gouvernement donc de Vichy, qui était le gouvernement de l'époque et qui représentait la France, et notamment de la rafle du Veldiv. Et je dois dire que j'étais là à ce moment-là, probablement parce que j'avais su que Chirac serait là, peut-être, je me rappelle plus, mais c'était vraiment incroyable, parce que pour la première fois, entendre un président de la France qui disait oui, la France a fait ce qu'elle a fait, elle a la responsabilité de ce qui s'est passé pour les Juifs qui étaient en France, pas seulement les Juifs français, et c'était d'entendre ces paroles-là. C'était vraiment quelque chose qui touchait, c'était très, au niveau émotion, c'était très fort. De l'entendre vraiment c'est pas comme si c'était un historien qui te raconte les événements après. Le fait d'être présent et de le voir et de l'entendre, et les gens autour de moi qui, à l'époque, il y avait encore pas mal de rescapés quand même qui étaient revenus des camps. Évidemment, c'est pas comme maintenant. Et donc et pour eux, c'était une sorte de réparation du cœur. Voilà, je cherche les mots, parce que c'est pas seulement le fait d'endosser cette responsabilité par la France. C'était d'une certaine façon reconnaître les Juifs aussi. Parce qu'il a fallu quand même beaucoup de temps pour la France de reconnaître ce qui s'était passé, notamment pour les enfants, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui de la rafle, et que j'ai vécu donc moi-même quand j'avais 9 mois et demi. Alors justement, je voudrais que vous rappeliez à nos auditeurs, même si vous êtes venus régulièrement pour marquer cet anniversaire, rappelez votre histoire personnelle. Vous étiez vous-même bébé au Veldiv. Tout à fait. Bon, si je rappelle cette histoire, il faut quand même reprendre ce qui a précédé. C'est-à-dire que j'habitais Paris avec ma mère et mon père, qui lui avait déjà séjourné à Beaune-la-Rolande, qui était l'un des camps du Loiret où il avait été libéré de Beaune-la-Rolande, parce il s'était engagé volontaire dans l'armée française pendant la guerre, et quand il y a eu l'armistice, il a déposé les armes, comme tous les soldats. Et comme il avait été blessé
pendant cette guerre, ils l'ont laissé sortir de Beaune-la-Rolande, ce qui n'a pas empêché qu'il soit arrêté plus tard, ce qui fait que lorsque le 16 juillet 1942 est arrivé, j'étais seule avec ma mère dans notre appartement. Ma sœur aînée et mon frère étaient déjà, eux, cachés à la campagne. Et moi, j'étais petite, donc j'étais encore avec elle. Et vos grands-parents ? Mes grands-parents habitaient Paris aussi, ils habitaient dans un autre quartier. Mes grands-parents étaient polonais, mes parents étaient polonais aussi. Ma mère venait d'une ville qui s'appelait Kalisz en Pologne, et elle était venue avec ses parents entre les deux guerres pour fuir les pogroms et en même temps trouver du travail. Mais elle était enfant, elle avait peut-être 9 ou 10 ans à ce moment-là, alors que mon père, lui, était né à Pinsk, qui est une ville très très connue. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y avait des rumeurs quand même qui avaient couru la veille, et d'une grande rafle à Paris qui se préparait. Donc il y avait les Juifs qui avaient entendu ces rumeurs, dont mon père avait quitté l'appartement en se disant, s'il y a une rafle, ils cherchent les hommes. Ils vont pas prendre des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades. Donc il avait quitté l'appartement en se disant, si vraiment il y a une rafle, je reviendrai plus tard. Donc ce qui s'est passé, c'est que les policiers français, je précise français, sont arrivés le matin très tôt, peut-être vers 6h du matin, je ne sais pas. Tout ce que je raconte là, évidemment, j'ai pas de souvenir moi-même de la rafle du Veldiv. Je l'ai su beaucoup plus tard, parce que j'ai su ce qui s'était passé par ma sœur, et non pas par ma mère d'ailleurs. Et donc ils sont arrivés, et ils nous ont emmenés, ma mère et moi, soit directement au Veldiv, soit d'abord au commissariat, ça je sais pas de façon précise. Et donc on est arrivé au Veldiv, où je pense que la plupart des Français, en tous les cas, ont vu des documentaires sur le Veldiv ou le film La Rafle. Bien sûr. Et donc pour savoir que cet endroit était un endroit, pourquoi on l'appelait le Veldiv ? Parce que c'était le vélodrome, l'abréviation du vélodrome d'hiver, oui, où avaient lieu des courses de cyclistes tous les ans, en hiver, qui durait 6 jours. Et c'était le plus grand gymnase de Paris, et donc il y avait aussi des gradins, ce qui permettait d'entasser, enfin quand il y avait des spectateurs, les gradins permettaient aux spectateurs de voir toutes ces courses. Et là, pour mettre des gens qui étaient des masses de gens qui allaient arriver par une chaleur torride, en plus il faisait très chaud, et donc on a été amené directement au Veldiv, qui était un endroit totalement sinistre. Plus que sinistre, inhumain. Ouais. Quand tu vois des gens qui sont complètement dans la peur, des personnes âgées, des gens malades, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des enfants très petits, dont moi, mais même encore plus petits. Donc il y avait pas d'hygiène, il y avait pas d'eau, et c'était surtout, de ce que j'ai entendu, une puanteur dans cet endroit avec la chaleur, pas d'eau, pas d'hygiène, déjà les toilettes. Combien de temps ? Combien de temps avant Combien de temps les Juifs qui ont été parqués dans le Veldiv sont restés ? Jusqu'à ce qu'ils soient, je pense en fin de journée, jusqu'à ce qu'ils soient transférés soit directement à Drancy, qui était le camp de la région parisienne, où on emmenait les Juifs qui avaient été raflés, pas seulement au Veldiv, Paris, la région parisienne, mais de toute la France. Et même des camps du Loiret, de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. Et donc ils étaient emmenés soit à Beaune-la-Rolande, soit à Drancy. Donc ça a été le cas donc de ma famille, de mon... Alors vous concrètement et votre mère, comment vous avez réussi à échapper ? Voilà, mais il faut quand même que je te raconte au sujet de mon père. Oui. Mon père, quand il est rentré à la maison, les voisins lui ont dit ce qui s'était passé. Ah oui. Donc mon père, qui était complètement fou d'angoisse, a foncé au commissariat, et du commissariat, il a été emmené directement au Veldiv. Ah oui, c'est ça. Mes grands-parents, ma mère a retrouvé ses parents, qui avaient eux aussi été raflés dans un autre quartier. Mon père, quand il est arrivé au Veldiv, il a retrouvé donc ma mère et mes grands-parents. Et il se trouve que moi, certainement que je criais beaucoup, j'avais certainement soif, faim, peur, etc., parce qu'un enfant ressent tout. Donc mon père a retrouvé ma mère et ses beaux-parents, et un gendarme qui n'était pas loin s'est adressé à ma mère. Et il lui a dit, votre enfant a faim, elle a soif, emmenez-la, achetez-lui du lait ou à manger et à boire, et il lui a fait comprendre de ne pas revenir.
Et après, il s'est adressé à mon père. Et il a dit à mon père, « Monsieur, vous ne partez pas avec votre femme ?» Et mon père a répondu qu'évidemment ne pouvait pas supposer ce qui allait se passer après. Il croyait que la plupart des Juifs pensaient qu'on allait les envoyer peut-être dans des camps de travail ou quelque chose comme ça, tu vois. Et mon père a dit non, je peux pas laisser mes beaux-parents qui sont âgés. Et maintenant, cet âge-là, c'est pas être vieux, mais à cette époque-là, oui, en 42. Et il a dit, je peux pas laisser mes beaux-parents qui sont âgés, qui sont malades, qui ont peur. Je reste avec eux et je rejoindrai ma femme et mon bébé après. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis sortie avec ma mère grâce à ce gendarme. Mon père est resté et donc il a été déporté avec mes grands-parents directement à Auschwitz. Mais ça, je l'ai su que beaucoup plus tard. Donc je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu mes grands-parents, je n'ai pas connu mon cousin David qui a été déporté plus tôt, qui avait 20 ans. Et je n'ai pas connu mon oncle. Tout ça, c'est du côté de la famille. C'est le côté de la famille de ma mère. Ma mère avait son frère aîné qui, lui, était dans la résistance, dans ce qu'on appelait les FTP Moy. C'était ceux qui, la plupart du temps, c'était des Juifs qui rejoignaient la résistance. Et c'était, par exemple, l'affiche rouge, Manoukian, etc. Oui. C'était les FTP Moy. Donc lui, il était dans les FTP Moy de la région de Lyon, dans le Vercors. Leur groupe a été dénoncé par la milice. Ils ont été arrêtés, tout son groupe a été arrêté par la police française ou par les Allemands, je ne sais pas. Ils ont tous été fusillés, peu de temps avant la libération. Alors, donc je n'ai connu personne. D'accord. Alors je voudrais revenir sur votre mère après la guerre. Est-ce qu'elle en a voulu, on va dire, à la France? Est-ce qu'on en a voulu à l'État français d'avoir commis ces actes? Est-ce qu'il y avait une sorte de ressentiment? D'abord, il faut quand même pas oublier que pendant toute la période de la guerre, j'étais bébé, enfant caché, chez des paysans dans le Loiret, et que je voudrais dire que beaucoup ont reçu la médaille des Justes, pour certains, ce qui n'était pas mon cas, puisque je n'ai pas été bien traité du tout dans les souvenirs que j'ai de cette période de l'enfance cachée. Donc c'est pour dire qu'il n'y avait pas que des Justes parmi les paysans, les gens qui se faisaient payer d'ailleurs, pour pouvoir cacher des enfants. Donc ça, je veux le préciser. Après la guerre, c'est très difficile de parler de ce sujet, vu que ma mère ne parlait pas des événements. Ma mère est restée tout le reste de sa vie avec la personne chez qui elle avait trouvé refuge en sortant du Veldiv, qui était un copain de ses frères, qui jouait au foot, qui n'était pas français. Il y avait les scellés avaient été mis sur l'appartement de mes parents, les scellés avaient été mis sur l'appartement de mes grands-parents, elle avait nulle part où aller. Donc elle est allée chez cet homme, qui est un jeune homme, enfin oui, et qui l'a hébergé, et finalement qui l'a caché, elle et moi. Et ensuite, moi, on m'a caché à la campagne, et le reste de sa vie, ma mère l'a passé avec lui. Et après la guerre, ma mère était quand même très 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 atteinte psychologiquement par ce qui s'était passé. Elle avait perdu ses parents, elle avait perdu ses frères, elle avait perdu son mari, évidemment mon père, et beaucoup d'autres personnes, d'autres membres de la famille. Et tous ces Juifs polonais qui étaient rassemblés, qui étaient comme des familles, elle s'est retrouvée après la guerre très seule. Elle en a voulu certainement beaucoup, mais c'était loin l'un ou l'autre. Ou on parlait pas du tout dans les familles de ce qui s'était passé, ou les gens n'arrêtaient pas de parler. Bon, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des gros problèmes après la guerre avec le retour, avec la famille plus ou moins reconstituée, plus ou moins. Et ma mère, je pense, était atteinte psychologiquement. Et donc j'ai eu mes retrouvailles avec ma famille, en particulier avec ma mère, ont été très très difficiles, parce que je précise quand même que la majorité des familles juives qui avaient vécu ça, et de ce qui restait de ces familles, étaient quand même toutes... pas très... moi je dis le mot zinzin, c'est ce qui me correspond le plus à ce que je veux dire. Elles étaient à moitié folles, quoi. Donc la plupart des familles, il y avait... Bon, les enfants étaient là, les enfants étaient élevés, mais j'ai eu des rapports très difficiles avec ma mère. Et heureusement, il y avait les organisations juives de l'après-guerre, dont l'OSE et dont l'UGRE, qui était l'union des juifs de France, mais de résistants, des juifs résistants, combattants,
pendant la guerre, c'était tous des organisations communistes. La plupart des juifs ashkénazes de l'époque étaient communistes, qui venaient d'Europe. Et donc, après la guerre, ces organisations, dont l'UJRE, où je suis allée puisque c'était dans mon quartier, grâce à qui j'ai pu trouver avec l'UJRE une famille, une identité juive, une langue, des fêtes, rien de religieux, puisque rien. On apprenait le yiddish, on apprenait des chansons, on faisait les fêtes Hanouka, Purim, etc. Et on n'avait absolument pas de connexion avec Israël, avec l'URSS de l'époque, oui. Ah, oui. On voyait des films sur l'URSS, les kolkhozes et tout ça, c'était magnifique. Et on avait des... Voilà, donc j'ai essayé de te résumer de façon... Alors, pour revenir au discours de Jacques Chirac... comment expliquer ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en France en 30 ans, depuis ce discours de Jacques Chirac jusqu'à aujourd'hui, du positionnement, on va dire, très, très chaleureux de Jacques Chirac par rapport à cela. Il y avait aussi des dissensions avec Israël, mais par rapport à la communauté juive, à la responsabilité de la France, à l'attitude d'Emmanuel Macron, la situation de relatif calme il y a 30 ans en termes d'antisémitisme et aujourd'hui cette résurgence d'antisémitisme, quel regard vous portez? Moi personnellement, oui. Quel regard vous portez? Vivant en Israël. Vivant en Israël depuis maintenant, j'ai fait mon alia, il va y avoir 28 ans, je ne suis pas venu jeune, j'étais déjà même pas jeune, mais ça ne compte pas parce que je trouve qu'en Israël, enfin pas seulement, mais en tous les cas en Israël, c'est tout à fait l'âge, c'est ce qu'on a dans la tête. Bon, alors tu me poses la question, c'est évident que si je vivais toujours en France, je ne le vivrais pas de la façon dont je le vis en étant en Israël. Ouais. Et... mais vous êtes surpris, déçu Ah non, je suis surtout... C'est pas que je suis surprise ou déçue, parce que je l'ai vu venir depuis longtemps. Je l'ai vu venir depuis longtemps, et déjà, il y a plusieurs années, on voyait ce qui se passait en France, déjà, avec la suite des événements de la guerre d'Algérie, et de beaucoup de musulmans qui étaient déjà en France, avec déjà des incidents nombreux qui se passaient. Donc, mais on n'a pas connu, moi, pendant tout le temps où j'étais en France, sauf à l'école ou ailleurs où j'ai quand même vécu l'antisémitisme de l'après-guerre, mais c'était quand même un sujet qui était resté tabou, la Shoah. On n'en parlait pas. Donc les gens n'osaient pas afficher leur antisémitisme. Ça a commencé avec le négationnisme, qui était précurseur de ce qui allait se passer après. Mais non, je ne suis pas surprise, c'est quelque chose que j'ai anticipé depuis longtemps. Et depuis longtemps, j'ai essayé de prévenir mes enfants, ma famille, ils sont pas... Mais évidemment, il n'y avait rien qui faisait que les Juifs, pour la plupart, qui avaient une vie confortable, qui étaient nés en France. On était, je veux dire, moi, ma culture, elle est française, ma langue, elle est française. Tout. Mais, donc, on était bien en France, et la France est un pays magnifique. Où que tu ailles en France, c'est un pays magnifique. Et là, ce qui se passe avec Macron, ça peut paraître incompréhensible, vu de l'extérieur, et vu ce qui s'est passé avec la responsabilité de la France quand même, où tu pourrais penser que, par rapport à ce qui s'est passé, la France devrait avoir la mémoire de ce qui s'est passé pour les Juifs. Et donc, cette attitude-là, elle nous ramène à ce que j'ai vécu, ce qu'ont vécu mes parents et tout ça. C'est quelque part une répétition. C'est pas seulement en France d'ailleurs. Ça, t'as vu dans toute l'Europe, oui. Notamment en Allemagne. Elle rappelle que c'était pas accidentel, on va dire. Ben, c'est pas accidentel, non. C'est une répétition de ce qui s'est passé en France, mais pas seulement, dans toute l'Europe, au milieu de la guerre. Donc, comme disait, comme un certain détail dont tout le monde se souvient. Et je pense que Macron a peur. C'est en partie ce qui explique ce qu'il dit et ce qu'il fait, maintenant, dans toutes les instances. Il a peur des émeutes. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui est en train de se passer en France, avec l'immigration massive des musulmans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous, mais ça fait partie. Quand tu vois ce qui se passe en France depuis maintenant des années, tu as vu ce qui se passe avec les soirées sportives, quand le club français qui gagne, on casse tout derrière les Champs-Élysées. Et s'ils perdent, on casse tout pareil. Brûler les voitures, etc. Les émeutes qui ont lieu il y a, en 2000, quand est-ce que c'était les dernières, très récentes. Donc je pense que si tu veux,
Il y a le Quai d'Orsay qu'il ne faut pas oublier non plus. La politique du Quai d'Orsay pro-arabe, ça n'a rien de nouveau. Mais donc, je pense que le gouvernement, Macron entre autres, a peur de ce qui peut se passer en France, avec tout il y a avec l'islam. Et c'est ce qui, à votre avis, le pousse à agir en grande partie, oui. En grande partie, c'est la peur de ce qui... Mais bon, ça va rien empêcher, parce que de toute façon, moi j'ai mon opinion sur ce qui va se passer en France. Et, bon, je ne sais pas si on peut dire les mots ou pas, mais je pense que ça va accélérer de plus en plus la fracture entre les Français, qui à un moment vont se dire on n'en peut plus, surtout avec, t'as vu ce qui vient de se passer avec les Gazaouis? Oui. Donc ça va certainement pas arranger, ça va pas s'arranger, qui va donc et ça va aller de pire en pire. Et je pense que il y a en grande partie ça. Donc d'une certaine manière, ce matin, ce 16 juillet 2025, eh bien, vous appelez les Juifs de France à se réveiller, Absolument, comme je le fais depuis longtemps. Mais ils en prennent conscience de plus en plus. Mais pour les gens qui ont fait toute leur carrière en France, des Juifs qui sont très bien intégrés, qui vivent très bien en France, c'est très difficile. Moi, quand je rencontre des groupes, je rencontre beaucoup de groupes de jeunes, dont Taglit, je fais passer, surtout auprès de la jeunesse, de venir le plus tôt possible en Israël, parce que d'abord, on a besoin d'eux. Et qu'ils le sachent, et que s'ils viennent, c'est un vrai retour à la maison. Et puis le plus tôt ils viennent, le plus tôt ils vont apprendre la langue, le plus tôt ils vont trouver du travail, ils vont intégrer l'université, ils vont apprendre des métiers. Voilà, plus tôt tu viens et mieux c'est. Ils vont intégrer l'armée aussi. L'armée a absolument besoin, et on en a besoin de la jeunesse. Et moi je transmets ce message à la jeunesse juive française d'une façon générale. Mais pourquoi j'ai voulu que mon livre soit traduit en hébreu, c'est aussi pour dire que les grands-parents les achètent pour leurs petits-enfants, les Français, qui ne lisent pas le français, et ils veulent que quand même ils sachent ce qui s'est passé en France. Donc c'est aussi pourquoi qu'il est traduit en hébreu, parce qu'en Israël on connaît... Votre livre, Comme un tison, sauvé du feu, il est traduit en hébreu. Je veux surtout qu'il s'adresse à la jeunesse, et d'une façon générale aux Israéliens qui ne connaissent pas l'histoire de ce qui s'est passé en France pendant ces années-là. Eh bien, Meïra Abarer, merci beaucoup d'être venue ce matin ici à Mais je veux quand même ajouter quelque chose, mot, Daniel. C'est de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ici, que j'ai vécu ici à Jérusalem, mais comme tout le pays, et ce qui se passe depuis, et que ce Gaza-là, voilà, si tu veux, donc c'est quelque chose de terrible de voir tous les jours de soldats tombés, et d'entendre leur nom, de voir leur visage, combien de temps encore, ça c'est terrible, 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 et ça je ne peux pas ne pas en parler, même si je parle de ce qui s'est passé au Veldiv, c'est ce qu'on vit ici en Israël. On a beaucoup, à plusieurs reprises, fait le lien entre, bien entendu, les événements de la Shoah et ce qui s'est passé le 7 octobre, même si ce n'est pas comparable dans l'ampleur. C'est pas comparable, parce qu'ici c'est chez nous, on a une armée. Et puis effectivement, nous sommes ici chez nous. Merci beaucoup encore une fois, Meïra, d'avoir merci Daniel, à toi de te souvenir de moi voilà, tous les ans, parce que tant que je suis là, on n'oublie pas. Je suis là. Et merci de faire passer ce message qui est à la fois un message qui nous replace dans un contexte historique, mais qui est un message finalement, un message d'espoir. Actuel et de combat. Je veux dire que nous, on a combattu en tant qu'enfants pour rester juifs, ce qui n'était pas de la carte, et pas évident à ce moment-là. Et puis dire à ceux qui sont en France, votre place est ici, il y a un seul État juif au monde, c'est en Israël, et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est des signes qui doivent vous alerter. Eh bien, on espère qu'un maximum de nos coreligionnaires, en tout cas des Juifs de France, écouteront ce message que vous nous livrez ce matin, en cette journée du 16 juillet, 30 ans après le discours de Jacques Chirac, reconnaissant la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs de France. Merci Meïra d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup Daniel.